Champlot, vice-présidente et secrétaire de l'association VESA, qui organise cette conférence en partenariat avec l'Institut des études humanitaires internationales. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas VESA, c'est une association étudiante spécialisée en action humanitaire et dont le but principal est de sensibiliser le grand public aux problématiques humaines qui nous tiennent à cœur. Nous sommes convaincus que la meilleure information se trouve sur le terrain, au plus proche des populations affectées, et c'est pour ça que nous sommes particulièrement ravis d'accueillir Margot Meyer, Noé Weber et Félix Francotte ce soir. Donc ce sont 3 étudiants de Bruxelles, de l'Institut des hautes études des communications sociales, qui sont partis pendant 1 mois en Birmanie et au Bangladesh pour faire un reportage sur la situation des Rohingyas. Et ils sont ici donc pour nous relater leur voyage et je vous demande de vous accueillir chaleureusement. Merci beaucoup. Déjà, merci de nous recevoir. On est très content d'être ici. Et on va commencer par un petit peu le poids de cette situation aujourd'hui avec les Rohingyas. Alors, pour commencer, les Rohingyas, c'est une minorité ethnique de confession musulmane qui vit en Birmanie depuis des centaines d'années. Ils sont récemment de plus en plus persécutés et on va commencer avec la situation actuelle, brièvement, puis faire un petit retour dans le passé, puis examiner les raisons de leur persécution avant de passer à la partie diaporama photo où on va relater le parcours que les Rohingyas ont emprunté de la frontière à la zone des camps. Alors l'élément déclencheur de la crise humanitaire actuelle, ça a été les attaques par une milice armée rohingya du nom de l'Arsa contre des postes de police et des postes frontières birmans dans l'état d'Arakan où vivent les Rohingyas le 25 août 2017. C'est ce qui a précipité ensuite une vague de répercussions violentes de l'armée birmane qui a provoqué la fuite de maintenant plus de 700 000 Rohingyas de l'état d'Arakan en Birmanie vers le Bangladesh, qui partage une frontière. Sur ces 700 000 Rohingyas, il y a à peu près 30% d'hommes. C'est une statistique que les ONG sur place nous ont fournie et qui est intéressante, on y reviendra plus tard. Et il y a peu de blessés, un pourcentage qui tourne entre les 2 et 4% de blessés. Qu'est-ce qui s'est passé avant cet événement? Les Rohingyas étaient déjà persécutés avant le 25 août. Ce n'est pas une crise qui est nouvelle. L'élément majeur dans le passé, c'était en 2012. C'était le viol d'une femme bouddhiste par des Rohingyas qui a déclenché aussi à ce moment-là une vague de répression très violente de la part de la population et ensuite de la police et des autorités. C'est pour ça qu'au moment où les Rohingyas ont fui, là maintenant en 2017, il y avait déjà une partie d'entre eux, 100 000 environ, qui vivaient déjà dans des camps qui étaient sécurisés avec des checkpoints. Il y a une de nos interlocutrices qui compare la situation avec la bande de Gaza. Et puis le reste était déjà largement discriminé dans les villes de l'état d'Arakan où les populations Rohingyas et bouddhistes arakanaises vivaient ensemble. Alors pourquoi cette haine des Rohingyas et pourquoi cette persécution des Rohingyas de la part du peuple birman? Il y a un rapide historique qui est intéressant à faire. Et oui, j'ai déjà parlé de ce qu'il y avait derrière nous. En fait, ça c'est la feuille de route qu'on a fait sur place dans un hôtel au Bangladesh. On a essayé de coucher sur le papier tous les tenants et les aboutissants de la problématique. C'est malheureux que ce soit un peu petit et que donc on n'arrive pas à tout voir. Mais en gros, là, on est avant le 25 août. Et l'historique qui est intéressant à faire, c'est qu'en 1948, il y a le général Aung San, qui est le père de Aung San Suu Kyi, qui est aussi le père fondateur de la Birmanie, qui s'est battu pour l'indépendance du pays et qui a créé l'État moderne et la constitution de la Birmanie à l'époque. Et en 1948, lui avait fait une loi disant que tous ceux qui étaient nés sur le territoire birman ou qui y vivaient depuis plus de 8 ans étaient des Birmans. Donc les Rohingyas, chose que j'ai oublié de préciser au début, sont apatrides à l'heure actuelle. Ils ne l'étaient pas avant. Et donc en 1948, quand l'État birman a proclamé son indépendance, les Rohingyas avaient la nationalité birmane et faisaient partie du peuple birman. En 1973, dans l'État d'Arakan,
Ah oui, de fait, je sais. En 1973, les Rohingyas sont passés majoritaires dans l'état d'Arakan. On viendra aussi des raisons du pourquoi plus tard, mais là on va essayer de faire court. Et en fait, c'est à nos yeux la raison principale de leur persécution. C'est-à-dire que, comme ils étaient majoritaires et qu'ils étaient différents de ces bouddhistes arakanais, ils sont devenus dangereux sur un point de vue politique, puisqu'il fallait composer avec leur avis, etc. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que la persécution des Rohingyas a véritablement commencé et que leur pourcentage dans la population a commencé à diminuer. Ce qui fait que, selon un politique Rohingya qu'on a rencontré, en 2015, ils n'étaient plus que 40%. Et puis en 2017, ils sont plus que 30, et puis là maintenant, des suites de cet exode vers le Bangladesh, on n'a pas de chiffres précis, mais il n'y a pas beaucoup de Rohingyas qui sont restés vivre dans l'état d'Arakan. Alors ça, c'était un bref explicatif de la situation actuelle et passée. Maintenant, pourquoi, à travers l'histoire, est-ce que ces Rohingyas ont été persécutés ? Il y a plusieurs raisons. C'est un conflit qui est extrêmement complexe, qui est extrêmement long. Une des raisons, c'est un conflit économique, parce qu'en fait, la Birmanie était sous une dictature militaire, et donc le pays n'était pas ouvert au capitalisme international. Et depuis 2012, c'est le cas, puisqu'il y a la junte militaire s'est retirée du pouvoir, on y reviendra aussi plus tard. Et donc en fait, le pays s'est ouvert aux investissements étrangers. Et donc, la Birmanie est un pays extrêmement intéressant pour plein d'États. Il y a la Chine qui fait beaucoup d'investissements dans le pays pour avoir un accès au golfe du Bengale, qui construit un port en eau profonde à Situé, la capitale de l'État d'Arakan. Il y a l'Inde qui a exactement les mêmes ambitions et qui crée un autre port aussi dans Situé pour faire concurrence à la Chine et en fait essayer de gravir des parts de marché de cette économie qui s'ouvre et de tous ces marchés qui sont extrêmement prometteurs. La Birmanie est aussi extrêmement riche en ressources naturelles. Total était présente et est présente depuis de nombreuses années. Et puis après, avec cette ouverture depuis 2012, l'Union européenne s'est aussi intéressée à la Birmanie. Et donc en fait, le problème qui est ressorti de tous ces investissements, c'est qu'il y a eu une bataille pour le contrôle des terres. Et que, comme c'est une ancienne dictature, il y a encore beaucoup de corruption. Et donc, sur le terrain, on a remarqué que, aussi bien des villageois arakanais bouddhistes que des villageois Rohingyas voyaient leurs terres être confisquées par les militaires et par l'État, sans plus d'explications que ça. Il y a la volonté d'une part de chasser les Rohingyas peut-être, mais il y a aussi la volonté d'autre part des militaires et de l'armée de contrôler des terrains, de posséder ces terrains, en fait pour après les revendre à des projets économiques, que ce soit de l'extraction de minerais ou alors notamment la construction de pipeline. Il y a un énorme pipeline qui est construit ou a été construit, je ne sais plus, mais de nouveau pour faire passer du pétrole de la baie du Bengale à la Chine. Et donc, l'expropriation des terrains et des gens extrêmement pauvres qui vivraient de cette agriculture rurale et qui se sont vus confisquer leurs terres, c'est ces conflits économiques, c'est une des raisons de ce conflit. Alors, un autre aspect, c'est le conflit religieux, parce qu'il faut savoir que quand il y a eu le coup d'État militaire et que les militaires ont pris le pouvoir, ils ont essayé en fait d'unifier les différentes ethnies et de les rallier à leur cause pour créer un pays uni sous leurs règles. Et l'outil qu'ils ont utilisé pour ce faire, en fait, c'était la religion bouddhiste, puisque c'était ce qui unifiait 90%... 90. Excellent. 90% des ethnies, puisque en Birmanie, il y a 90% de bouddhistes, mais il y a plein d'ethnies différentes, il y en a 135. Et donc l'armée, en fait, pour unifier ces différents peuples qui auraient potentiellement pu se rebeller chacun contre elle, ce qui a d'ailleurs été le cas, parce qu'il y a une guerre civile extrêmement longue, a en fait utilisé la haine du musulman pour unifier les bouddhistes à leur cause. Ils se sont, en fait, c'est la fameuse technique de se créer un ennemi commun pour unifier un pays. C'est la même chose avec la guerre froide, etc. Et donc, les Rohingyas ont pâti de cette haine du musulman général et de ce lavage de cerveau répété de la part
de la part de l'armée. Alors une autre raison de ce conflit, c'est le conflit ethnique, on en a déjà parlé, puisque les Rohingyas, faisant effectivement plus d'enfants que les Arakanais bouddhistes, ils sont devenus majoritaires, et comme ils avaient des droits politiques, il fallait concilier avec leur volonté, donc ça a été un petit peu compliqué. Et puis, une autre raison encore, c'est le conflit politique, puisqu'on parle souvent de l'inaction de Aung San Suu Kyi. En fait, c'est pas si facile, on y reviendra aussi plus tard, mais il y a plein de raisons qui, en fait, c'est difficile à déterminer, mais qui, de toute manière, l'empêcheraient de défendre la cause des Rohingyas et d'essayer d'arrêter cette haine envers cette minorité. Et puis après, il y a des raisons diplomatiques aussi au fait qu'on n'arrive pas à empêcher ce conflit, qui par exemple au Conseil de sécurité, c'est le veto systématique de la Russie et de la Chine, ou alors c'est le poids relativement faible de l'Union européenne dans les négociations, parce qu'économiquement, l'Union européenne n'a aucun levier pour faire plier les volontés politiques de la Birmanie. Donc ça, c'est un petit peu le résumé de cette situation super complexe. Après, on passera aussi une séance de questions-réponses, et de toute façon, on va expliquer la problématique au fur et à mesure. Et voilà, j'espère que ça a donné une image moins succincte de cet épineux et complexe problème. Donc pour poursuivre, en fait, on va retracer l'itinéraire des Rohingyas donc, quand ils arrivent à la frontière du Bangladesh. Donc vraiment à la pointe du Bangladesh, il y a juste une rivière en fait qui sépare le pays de la Birmanie, et ils fuient majoritairement à cet endroit. Et ensuite, voilà, dans les différents camps qui ont été mis en place donc, de manière assez précipitée, et voilà, voir aussi à chaque fois quelle problématique ça va soulever. Et donc voilà, on va vous emmener là à Chaporeridwip. C'est donc la pointe du Bangladesh où arrivent les Rohingyas souvent de nuit. Du coup, on va lancer une vidéo et en fait, voilà, il n'y aura pas de son, mais elle est faite pour être vue sans son aussi, donc ça devrait aller.
Donc, ce que nous, on va vous montrer maintenant, c'est donc les photos que Margot a prises pendant notre séjour sur place. On va vous parler de ce qu'on y a vu, des témoignages qu'on y a récoltés. Donc, on va pas s'aventurer sur des sujets qu'on ne connaît pas. Il y a plein de choses qu'on a entendues après dans la presse, mais dont nous, on n'a pas eu écho sur le terrain, donc on ne va pas l'évoquer maintenant. En fait, il y a eu à partir du 25 août, beaucoup de Rohingyas qui ont fui par la terre, parce qu'il y a une frontière terrestre entre la Birmanie et le Bangladesh. Nous, on est arrivé le 15 septembre, et à partir de ce moment-là, il n'y avait plus vraiment de trajets par la terre, mais uniquement par bateau. Il y avait beaucoup de trajets d'abord par bateau en journée, et puis après uniquement de nuit, pour éviter d'être vu par les gardes frontières. Le rôle de ces gardes frontières n'est pas hyper clair, parce qu'effectivement les bateaux vont de nuit, parce que de un, les passeurs ont peur de se faire avoir, parce qu'évidemment c'est illégal de faire passer des réfugiés par bateau. Et sur le trajet, donc on a vu juste avant, il y a un long trajet à faire pour arriver à l'île de Chaporir-Dwip où arrivent les Rohingyas par bateau. Sur ce trajet, il y a des gardes frontières un peu partout, et donc ils voient les Rohingyas passer, qu'ils les laissent passer. Au bord de l'eau, il y a les gardes frontières, et nos passeurs, donc qui sont notre guide et traducteurs, nous disaient de faire très attention parce que les gardes frontières, ils ne pouvaient surtout pas nous voir parce que il était illégal d'aller sur la plage pour voir les Rohingyas arriver, et illégal de la part des Rohingyas, enfin tout était illégal, sauf que une fois sur la plage, quand les premiers bateaux de Rohingyas sont arrivés, les gardes frontières en fait sont là aussi, et étonnamment ils sont assez passif, et même plus que passif. Il y a un moment assez étonnant où on était assis avec Margot et qu'un garde frontière est venu nous voir, et donc nous on était très stressés forcément, et il nous a dit mais allez voir, il y a des Rohingyas qui arrivent par bateau, allez prendre des photos. Voilà, c'est très ambigu. Ils avaient parlé de camp aussi. Oui, on nous a aussi parlé de camps, j'allais dire camp de concentration, c'est le temps est long aussi parce qu'ils te concentrent, où ils ont arrêté des Rohingyas pour les amener dans des camps au bord de la frontière. Ça, nous on ne les a pas vus, mais on en a entendu parler, en tout cas. Donc là, ce qu'on voit effectivement, c'est les Rohingyas qui arrivent donc par bateau. Ce qu'on voit ici, c'est un imam. En fait, les Rohingyas, la première chose qu'ils voient en arrivant par bateau sur le sol bangladais, tout de suite, c'est d'abord un parterre de journalistes, parce que voilà, il n'y a rien à faire. C'est une crise humanitaire qui en tout cas en septembre était énormément couverte médiatiquement, et donc effectivement, il y a tout un parterre de photojournalistes de tous les pays du monde qui sont là et qui les prennent en photo quand ils arrivent. Et puis la deuxième chose qu'ils voient, effectivement, c'est des imams en fait, qui font le trajet inverse de partout au Bangladesh. On les voit vraiment par dizaines, par centaines d'imams avec des longues, je ne sais pas comment on appelle ça, des camis, je pense, des blancs, qui marchent vers la pointe de l'île pour aller distribuer de l'argent aux Rohingyas qui arrivent. Donc c'est vraiment un mouvement qui est très impressionnant. Et donc dès qu'il y a une famille qui arrive, ils donnent un billet par personne, et puis ils passent à la famille suivante, et c'est vraiment quelque chose d'assez systématique. On a parlé avec certains d'entre eux pour comprendre effectivement les raisons en fait de leur Solidarité. Pardon ? De leur solidarité. Ouais, de cette solidarité, parce que c'est vrai que des centaines de milliers de réfugiés qui arrivent comme ça peut créer énormément d'animosité. Et nous, ce qu'on a vu en tout cas, ce qu'on a vu majoritairement au Bangladesh, c'est beaucoup de Bangladais qui organisent des collectes de fonds, qui viennent le plus proche de la frontière pour aider les Rohingyas qui arrivent, et puis donc ces imams qui viennent concrètement apporter de l'argent. Et ce qu'ils nous ont dit beaucoup, c'est il y en a qui nous disent c'est des musulmans, c'est nos frères, il faut qu'on les aide. Il y en a qui nous ont dit qu'ils soient musulmans ou pas, ça change rien, c'est des gens qui sont dans une telle détresse qu'on doit absolument les aider. Mais voilà, c'est vraiment des mouvements de solidarité qui sont très impressionnants. Sur les aires d'autoroute, on voit des collectes de fonds pour aller aider les Rohingyas. Il y a des posters, des grands posters sur les murs où ils disent il faut aider nos frères Rohingyas, qui sont donc
birmans et qui arrivent au Bangladesh. Donc ça, c'était particulièrement impressionnant. Ce mouvement de solidarité est particulièrement louable parce que le Bangladesh est un pays excessivement pauvre et que majoritairement tous ces réfugiés ne sont pas accueillis avec un arrière-goût amer. Donc, si on veut risquer une comparaison avec les afflux de réfugiés en Europe, l'opinion publique bangladèse était beaucoup plus accueillante envers ces réfugiés rohingyas, en l'occurrence. Donc là, ce qu'on voit de nouveau, c'est ce trajet en fait pour aller du Bangladesh, donc dans les terres du Bangladesh, vers la pointe de cette île, Chaporeerdweep. Il y a un très long trajet à faire à pied après avoir débarqué en fait. Et en fonction de la hauteur de la marée, ces Rohingyas et les gens qui font les trajets dans un sens ou dans l'autre doivent soit prendre un bateau qu'ils payent notamment avec l'argent qu'ils ont reçu des imams en arrivant, soit en marchant. Ça peut durer forcément on a vu des heures et des heures. Il y a 50 km je pense entre la pointe de l'île et le premier village, dans la boue, dans l'eau. C'est des trajets qui sont forcément très longs, très compliqués. Et pour revenir sur la photo qu'on voyait avec les deux femmes voilées, c'est une des raisons, entre autres, de l'animosité des bouddhistes envers les Rohingyas. C'est vraiment des communautés différentes et séparées. Quand elles vivaient dans l'état d'Arakan, elles ne parlent pas la même langue, les Rohingyas ne parlent pas le birman. Autre information, les Rohingyas n'ont pas forcément d'alphabet, parce que c'est une langue qui leur est propre, qui était écrite de manière très très sommaire et qui donc avec les claviers et l'informatique, en fait, ça ne fonctionne pas. Et donc ils se parlent entre eux sur Internet avec des messages vocaux. Ce qui, nous, en tant que journalistes, a compliqué considérablement notre tâche, parce que du coup, si on veut comprendre ce qu'ils disent, faire appel à des traducteurs, se fier à leur traduction. Et donc, on y reviendra plus tard au sujet d'informations sensibles et sur la question de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Le fait qu'il n'y ait pas d'alphabet et pas de traces écrites, ça ne facilite pas les choses. Mais donc, tout ça pour dire que cette animosité, ce vivre ensemble qui est difficile en Birmanie, quand on voit ces deux femmes voilées, les Birmans bouddhistes ressentent une animosité profonde envers ces gens qui considèrent comme pas du tout birmans et profondément différents et pas intégrables dans leur société. Donc là, sur les photos qui vont venir, on voit souvent que le sol est vraiment recouvert d'habits. Donc c'est souvent, quand ils arrivent, voilà, ils se déchargent de ce dont ils n'auront pas besoin. Et il y a aussi des Bangladais qui vont venir leur amener des habits. Mais voilà, déjà, quand on ne sait pas où aller, c'est difficile. Enfin, on ne va pas non plus se trimballer des choses inutiles. C'est vraiment le strict nécessaire quoi, pour les familles de Rohingyas. Parce qu'effectivement, les images qu'on avait vues avant avec les vêtements par terre, c'est quelque chose de récurrent absolument partout. C'est le bord des routes qui est recouvert d'habits plein de boue, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent aider les Rohingyas de bonne foi et qui du coup veulent aider comme ils le peuvent, et notamment en apportant des habits. Et c'est vrai que les intentions sont souvent louables, mais que c'est des choses dont ils n'ont pas forcément besoin. Et donc c'est impressionnant, c'est toutes des routes avec tous ces amas de vêtements qui ne servent à rien, parce que chacun veut aider à sa manière et que toute manière en fait n'est pas forcément bonne à prendre. Et notamment dans l'aide humanitaire. Ouais. Oui, non, vas-y. C'est toi de tromper en termes de chronologie. Oui, c'est vrai. Bah alors, tu évoques endroit où on est ? Pardon. Donc là, on arrive à Ukiya, donc c'est un camp vraiment sauvage qui a été mis en place de manière, dans l'urgence. Donc, il est dit sauvage parce qu'il n'y a vraiment aucune présence d'ONG. Du moins très peu. On a peut-être croisé une ambulance bangladaise, en tout cas, mais qui n'appartenait pas à une ONG. Donc voilà, là ils sont vraiment, ils construisent des cabanes
au fur et à mesure avec des tiges de bétel, c'est des grands arbres semblables à des palmiers, oui, à du gros bambou. Donc voilà, là on arrive vraiment dans une masse de monde voilà, qui malgré tout s'affaire à construire des maisons, à trouver des endroits voilà, où il y a vraiment une vie très active. On a du mal à se rendre compte de la masse de gens, parce que nous on n'avait pas de drone avec nous, donc on n'a pas d'image aérienne, on arrive vraiment à visualiser, et on est arrivé après l'afflux le plus important, mais quand il y a 200-300 000 personnes qui traversent une frontière en une semaine et demie, et puis qui se retrouvent littéralement, le texte dans la vidéo disait il y a des gens qui en fait sont juste là parce qu'ils ont fui, parce que sinon on allait les tuer, et puis qui se retrouvent au milieu d'une zone qu'ils ne maîtrisent pas, où ils ne savent pas où aller, et donc c'est difficile de montrer ce nombre d'êtres humains en fait perdus. Il y a une image peut-être qu'on va voir plus tard où on a croisé des gens au bord de la route, on leur demandait mais ça fait combien de temps que vous êtes là? Ils disaient 2 jours. Et pourquoi vous restez là? Parce qu'on ne sait pas où aller, il y a quelqu'un qui est venu, qui a dit peut-être qu'ils allaient nous donner des bâches en plastique, peut-être qu'il y avait un bout de terrain où il y avait un cousin, un truc où on sait que voilà. Et donc c'est cette attente, cette non prise en charge, cette improvisation a été particulièrement forte parce que le flux a été super intense dans ces 2 semaines qui ont vu les gars fuir. Et c'est vrai du coup que, en tout cas de Chaporirduip à ce premier camp, ils ne croisent pas d'ONG, donc ils n'ont vraiment aucune instruction et donc ils ne savent vraiment pas où aller. Donc là, en effet, ils ont construit ce camp de manière sauvage. Et d'autant qu'il y a des camps, on y reviendra parce qu'on va aller progressivement, mais il y a des camps qui sont là depuis très longtemps, d'autres qui ont été construits plus récemment, mais qui sont vraiment structurés, mais que forcément avec l'afflux de ces gens qui arrivent, mais ces camps grandissent de manière exponentielle. Les camps existants grandissent, et puis ça c'est des zones qui évidemment ne sont pas a priori pas des camps, c'est juste des gens qui arrivent et qui s'installent où ils peuvent, le long des routes, et puis après le long des routes il y a de la forêt, et ben ils construisent dans la forêt, mais quand on dit construire, c'est ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire c'est des tentes à base de tiges de bétel et des bâches, parfois de la tôle, mais je pense même Non, pas ici. à ce moment-là pas encore vraiment de la tôle, parce que c'est vraiment des gens qui arrivent et qui survivent forcément dans l'immédiateté complète. Et c'est là où on se rend compte aussi particulièrement de la nécessité des ONG. C'est-à-dire que c'est vraiment les seuls acteurs. Alors il y avait aussi de l'aide humanitaire organisée par le Bangladesh, mais c'est vraiment les seuls acteurs qui sont capables d'apporter une solution, de la nourriture, un médicament, une toilette, et ça fait la différence. C'est peut-être difficile à expliquer, à visualiser, mais sans ONG, ces gens seraient littéralement laissés à eux-mêmes, sans ressources, avec leur sac de t-shirts et une casserole et un panneau solaire, et puis voilà. Et d'ailleurs, on l'avait vu dans la vidéo, il y a beaucoup de Rohingyas qui arrivent avec des panneaux solaires, ce qui chez nous, disons un panneau solaire a une image presque peut-être pas d'objet de luxe, mais à première vue, ça nous a étonné de les voir arriver avec des panneaux solaires. Et en fait, c'est quelque chose de très très logique, c'est que en termes, c'est un pays où il fait très chaud, il y a beaucoup de soleil, c'est un objet extrêmement important pour eux, parce qu'évidemment, là-bas comme ailleurs, tout le monde a un téléphone. Bon, forcément pas des smartphones, mais tout le monde a un téléphone dont ils se servent pour rester en contact avec leur famille qui est restée au pays, ou bien pour être en contact entre eux. Et donc ces panneaux solaires sont vraiment des objets extrêmement importants pour les Rohingyas qui traversent. Et on a vu aussi très rapidement une vache à un moment sur la plage, parce qu'effectivement il y a des Rohingyas qui fuient parce qu'ils ont été attaqués concrètement par l'armée, qui a brûlé leur village, c'est des choses qu'on a entendues pas mal de fois. Et puis il y a beaucoup de Rohingyas qui ont fui parce qu'on leur a dit qu'ils allaient se faire attaquer par l'armée, il y en a énormément, et donc qui ont eu le temps d'emmagasiner toutes leurs affaires avant de traverser, et donc d'amener avec eux des gros sacs avec leurs affaires, d'amener avec eux des panneaux, d'amener leurs vaches qui sont forcément tout ce qu'ils ont en fait. Et donc cette vache qu'on voit, on en a vu pas mal, c'est
c'est forcément c'est assez dramatique. C'est quand ils traversent la plage, il suffit qu'il y a des vaches qui se prennent la patte dans le sable, qui se cassent la jambe et puis qu'on laisse là parce qu'on ne sait pas faire autrement. Donc là sur cette image on voit un approvisionnement sauvage, c'est-à-dire que c'est pas l'initiative d'une ONG, là c'est des Bangladais en fait, donc c'est des riches Bangladais qui habitent Dhaka, la capitale, et qui vont envoyer un camion avec des vivres qui sont distribués de manière très, je trouve pas le mot, mais sommaire, oui, mais voilà, c'est aux plus chanceux, quoi. Et c'est vrai que ça, du point de vue des ONG, c'est pas du tout bien vu, même si en effet ça part d'une très bonne intention. Mais c'est vrai qu'on a rencontré Francis Atoul, donc qui lui est le directeur de Caritas Bangladesh, et qui nous disait que déjà c'était c'était pas des animaux et que c'était vraiment pas une manière c'était pas digne de distribuer de la nourriture comme ça, parce que c'est vraiment jeté, les camions ne s'arrêtent pas, ils passent vraiment donc sur les routes qui sont au milieu des camps, et ils jettent ça, et c'est vrai qu'à ce moment nous on s'est retrouvés au milieu d'une foule qui du coup était en furie, où tout le monde voulait avoir à manger, quoi. Et du coup, c'est là que, encore une fois, on se rend compte que l'organisation des ONG prend parfois un peu de temps, parce que voilà, ils veulent vraiment, avant d'agir, ils veulent essayer d'estimer le nombre de personnes, le nombre de vivres à faire venir, pour éviter toute tension. Et donc c'est pour ça que parfois les interventions d'ONG prennent un peu de temps, parce qu'il y a toute une première partie d'analyse de terrain pour ensuite permettre une action vraiment efficace, quoi. Et les distributions sont du coup toujours très précautionneuses, parce que le but premier c'est d'éviter les injustices et du coup les conflits, parce que là il y aura forcément quelqu'un qui va attraper 3 sacs et un autre aucun, et donc systématiquement les ONG, quand ils font une distribution, ils donnent des tickets au préalable et puis ils font d'énormes files et ils s'assurent que tous les gens aient la même ration et que chacun ait une ration, et comme ça il n'y a pas de conflit possible. Nous, ce qui nous avait frappé, c'est qu'on avait beaucoup lu sur le sujet avant de partir, et on entendait parler des gens qui s'étaient fait attaquer par l'armée, qui avaient été blessés. Et ce qui nous avait frappé, effectivement, c'est on ne voit pas de gens blessés concrètement dans les camps. Il y a une raison à ça, forcément, c'est que les blessés sont amenés assez rapidement en fait, à l'hôpital. Il y a, pour les blessés les moins graves, entre guillemets, alors je mets entre guillemets parce que c'est quand même on a quand même vu des choses assez vraiment dures, mais les personnes qui ont besoin d'un traitement ou d'une opération sont emmenées à l'hôpital de Cox's Bazar, qui est donc la ville la plus proche de la frontière, celle où nous on était, et donc l'hôpital qu'on va vous montrer maintenant. Et les blessés les plus graves sont emmenés à 4 heures de route à Chittagong, qui est la deuxième plus grande ville du Bangladesh, qui est une ville gigantesque. Ici, on est donc à l'hôpital de Cox's Bazar, où il y a toute une aile de l'hôpital qui a été ouverte juste pour les Rohingyas, qui a priori n'étaient pas censés accueillir des gens et qu'ils ont ouvert spécialement pour eux. Les conditions sont extrêmement difficiles. On a des chambres avec 4 lits. En moyenne, les chambres ont 4 lits et accueillent une quinzaine de personnes, qui sont donc à plusieurs sur le lit, ou bien comme ici, par terre sur des draps. Ça, c'est dans un couloir, donc c'est même pas dans une chambre. Voilà, c'est des choses qu'on a énormément vues, des gens qui ont juste un drap par terre et qui s'allongent dessus parce qu'il n'y a pas assez de lits et de places disponibles dans l'hôpital. Après, c'est un constat aussi qu'on a fait, non seulement pour les Rohingyas là, mais c'est vrai que dans le reste de l'hôpital, pour les Bangladais, la situation est assez similaire. Les Bangladais aussi, dans leur chambre d'hôpital, il y a une densité de patients par chambre qui est hallucinante et qui est inimaginable. Parce que forcément, le Bangladesh, c'est un pays qui est extrêmement dense. J'ai pas les chiffres en tête, mais c'est... oui, non, je pensais que tu Non, j'ai pas les chiffres en tête de la densité du Bangladesh, mais c'est assez fou. Bref, ici,
tu vas ouais. Oui, non. Mais je voulais juste préciser que pour cette aile de l'hôpital, c'est vraiment c'est le gouvernement bangladais qui fournit tout ce dont ils ont besoin pour les premiers secours, en tout cas, pas pour les grands malades sont à Chittagong, mais ici, c'est vraiment tout est pris en charge par le gouvernement bangladais. Oui, bah là, ce qu'on voit sur l'image, c'est une femme qui a été brûlée dans l'incendie de sa maison. On va peut-être aborder aussi pendant les questions-réponses la question de la difficulté de l'accès à l'information et de la détermination de ce qui est vrai, pas vrai, certain, scientifiquement certain. Et donc là, c'est un des cas qui nous permet de dire qu'on a du mal à déterminer l'échelle de manière précise, mais en tout cas qui nous permet de dire que l'armée, mais effectivement, en l'occurrence ici on n'est pas sûr que c'est l'armée, mais en tout cas que des villages rohingyas prennent feu. On a eu, sur cette question de la difficulté de l'accès à l'information, la seule chose en fait dont on est vraiment sûr à 100%, c'est les images satellites qui évoquent souvent Human Rights Watch et Amnesty International, parce que ça c'est quelque part un petit peu irréfutable, où je pense que le chiffre c'était 70% des villages rohingyas qui avaient brûlé, et donc qui avaient été rayés de la carte. Nous on s'était entretenu à Rangoon avec un journaliste où on lui avait posé la question comment est-ce qu'on peut déterminer qui brûle ces villages, parce qu'il y a aussi le gouvernement birman prétend que c'est la milice armée, l'ARSA, qui est à l'origine de l'attaque du 25 août, qui en fait brûle eux-mêmes les maisons de leurs compatriotes rohingyas pour accuser le gouvernement birman et faire parler de leur cause, et ensuite faire pression, que la communauté internationale fasse pression sur la Birmanie, ce serait l'action du gouvernement birman. Mais ce journaliste nous disait que de manière très raisonnable, c'est difficile de l'affirmer avec certitude parce qu'on n'est pas sur le terrain, ça se produit en 2 minutes et que c'est très difficile à déterminer, mais par contre l'armée birmane est connue pour mettre le feu à des villages dans d'autres zones du pays. C'est-à-dire que c'est une technique qu'ils utilisent pour combattre les milices armées des autres ethnies bouddhistes, parce que comme on l'a mentionné plus tôt, il y a toujours, le pays est toujours en guerre civile contre des milices indépendantistes à l'extérieur du pays, et donc ce journaliste nous disait que c'était une technique avérée, que l'armée utilisait le feu pour faire fuir et faire sortir de chez eux les milices armées. Donc c'est un des éléments qui nous fait raisonnablement penser que l'armée birmane est responsable. Donc là, c'est un Rohingya qui nous montre qu'il avait la jambe dans le plâtre et qui nous montre la radio de sa jambe. Je ne sais pas si on voit bien les balles dans ses jambes. De nouveau, ce qui nous semble quand même être des preuves de ce qui lui est arrivé. Sur la question de l'accueil et de la solidarité du Bangladesh, on a eu des craintes, nous, quand on était sur place, qui ne se sont pas avérées fondées au final, mais il y avait des réelles craintes qu'en fait les Bangladais ne voient pas d'un très très bon œil tous ces nouveaux arrivants, parce qu'en fait ils mangent du terrain, ils s'installent dans des zones agricoles où il y avait des chanderies. Et donc il était question que, en plus il y avait des Rohingyas qui, désespérés pour avoir la nourriture, aussi attaquaient des familles bangladaises, simplement pour avoir accès à leur robinet et à leur nourriture. Et donc quand nous on y était, il y avait cette préoccupation qu'en fait la situation s'envenime et que les Bangladais qui habitaient dans la zone des camps finissent par eux aussi attaquer les Rohingyas, parce que vivre ensemble était aussi compliqué à ce moment-là. Ce qu'on voit ici, c'est l'étape suivante, c'est le camp de Balukhali. En fait, ouais, c'est ça. En fait, il y a des camps qui sont des camps enregistrés par l'UNHCR, qui sont là depuis 30 ans. Celui-là, c'est pas le cas.
Ce qu'on va voir maintenant, en fait, c'est un terrain qui était absolument vide avant le 25 août. Et là, on est aux alentours du 17 septembre. Donc en 3 semaines, c'est vraiment impressionnant de voir à quel point le terrain a changé. Nous, c'est vrai qu'on nous a dit une fois sur place que le terrain était... que ce camp était vraiment très très récent, c'est difficile à imaginer. Parce que on a l'impression d'être peut-être pas dans un village, mais dans un camp qui est là depuis un certain temps, où les choses sont organisées, où il y a des dispensaires d'ONG qui sont là, il y a les autorités bangladaises qui sont là aussi, qui ont quadrillé la zone pour faire des distributions de nourriture et de biens de première nécessité. Exact. Donc voilà, ça c'est donc dans un dispensaire MSF. Quand on dit dispensaire, ça reste très très primaire. C'est des petites barrières, c'est même pas des barrières, c'est des... Comment on appelle ça? Oui. Bref, c'est tout à base de bâches. En termes d'hygiène, c'est MSF, ils font du très très bon travail sur place, mais les conditions sont vraiment très très compliquées. Oui, nous en tant que journalistes, c'est très compliqué de communiquer avec MSF parce qu'en fait, les ONG en règle générale tendent à contrôler énormément leur communication et donc c'est impossible de parler en fait avec MSF qui refuse de répondre à la moindre question pour des raisons de dignité des personnes et pour rester en fait en bon terme en fait avec les autorités. C'est quelque chose qui nous a frappé en Birmanie aussi, parce qu'on est passé 2 semaines en Birmanie et qu'on a parlé avec un membre d'une ONG qui nous a dit qu'ils devaient faire extrêmement attention parce que dans un pays comme la Birmanie avec des autorités assez violentes, les ONG ne peuvent pas se permettre de se mettre les autorités à dos et donc doivent contrôler leur communication à l'extrême, c'est-à-dire ne parler à aucun journaliste, ne communiquer que par des communiqués de presse écrits par MSF, parce qu'au moindre petit écart avec les versions officielles, il peut se retrouver avec des sérieux bâtons dans les roues mis par les autorités. Donc je pense que les ONG pour travailler dans des zones pareilles, c'est vraiment particulièrement compliqué. Je ne sais plus c'était en quelle année, mais MSF avait été renvoyé, chassé de l'état d'Arakan, alors qu'ils étaient présents depuis des années. Parce qu'ils auraient pris vraiment part, ils auraient pris parti du côté des Rohingyas, ce que du coup l'armée n'a pas du tout apprécié. Mais outre l'armée, il y avait eu des manifestations en fait en Birmanie, des Birmans qui avaient manifesté avec des grandes banderoles pour demander que MSF soit chassé du pays. Et effectivement, sous cette pression-là, les autorités birmanes avaient sommé à MSF d'arrêter de travailler dans l'état d'Arakan parce qu'effectivement, ils donnaient priorité aux Rohingyas par rapport aux Birmans, bouddhistes. Après, ce qui semble assez évident, c'est que les bouddhistes ont accès aux hôpitaux, aux soins de santé, et les Rohingyas pas. Donc effectivement, est-ce que MSF a donné priorité? Oui, c'est possible, mais en même temps, ça paraît assez logique étant donné que c'est pour les Rohingyas le seul accès à des soins de santé. En fait, c'est souvent des principes de propagande basiques, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a aussi des bouddhistes suite aux violences de 2012 qui ont été relocalisés dans des camps, mais en termes de nombre et de volume, c'est rien comparé au volume de Rohingyas, et donc c'est vraiment à chaque fois le système de l'exagération pour dire mais nous aussi on est dans des camps, nous aussi personne ne vient nous aider, nous non plus on ne vit plus chez nous, c'est compliqué, pourquoi vous ne nous aidez pas? Et donc à chaque fois cette part de rationalité qui en fait est déconnectée et qui après permet de tenir des discours pour monter les populations les unes contre les autres. Ça c'est Nour Norby qui a travaillé pour MSF un jour avant que la situation
n'éclate. Et Quand il dit un jour, c'est littéralement un jour. Il nous a montré. Enfin, il ne dit pas il a travaillé un jour dans le passé, c'est qu'il a été engagé par MSF le 24 août et que les attaques ont eu lieu le 25 août, donc il a quitté le 25 août. Mais voilà, c'est... Une petite anecdote, c'est qu'il nous a abordé dans les camps en disant j'ai travaillé pour MSF, français, et puis on a là, ok, et puis effectivement on a vu sur ses papiers que c'était un jour. Bref, et lui nous a montré ses papiers d'identité, je ne sais pas si on va les voir, mais voilà, qu'il conserve tous souvent super précieusement dans des fardes plastiques, super humides parce que le bateau a pris l'eau, etc., etc. Souvent ils ont perdu leurs papiers. Enfin, cette notion des papiers d'identité est vraiment cruciale. Ce qui est assez logique, par ailleurs. Oui. Ouais, enfin, tu disais pas le contraire, mais c'est quelque chose d'extrêmement important parce que s'ils veulent un jour pouvoir revenir, les papiers d'identité sont particulièrement importants, alors qu'ils n'ont plus de nationalité birmane, mais ils ont quand même plein de paperasses. Et dans un exode pareil, c'est extrêmement compliqué de garder sa paperasse intacte. Bref, je te laisse juste une parenthèse. C'était d'ailleurs un des points polémiques, puisqu'au début, quand le retour des Rohingyas, on y reviendra avec l'actualité récente, est toujours un peu en suspens. Mais dès que la Birmanie avait annoncé, et d'ailleurs avait annoncé aussi par le passé, qu'ils allaient organiser le retour des Rohingyas, sous condition qu'ils puissent prouver à l'aide de papier qu'ils aient vécu dans l'état d'Arakan depuis X temps. Mais quand on est sur le terrain, on se rend bien compte que ces gens, leur maison a brûlé, ils ont fui de chez eux, le bateau a coulé, et que donc cette notion de papier est vraiment cruciale, et que donc demander à des gens de montrer leur papier pour pouvoir rentrer chez eux, c'est pas forcément très... C'est une absurdité, c'est un peu du foutage de gueule. Et donc là, en l'occurrence, c'est la carte d'identité de sa grand-mère, qui elle avait encore la nationalité birmane, le droit de vote, pouvait se déplacer librement dans le pays, etc. etc. Et puis voilà, il nous a expliqué. C'est un point qui est particulièrement complexe, où on ne maîtrise pas tous les aspects, parce que voilà, on n'a pas tout à fait cerné la manière dont fonctionnait l'État birman, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que progressivement, les autorités birmanes ont, au fil des années, publié des nouveaux types de documents d'identité spécifiques aux Rohingyas, et qu'ils ont à chaque fois essayé de forcer les Rohingyas à renoncer à leurs anciens papiers qui leur donnaient tous les droits pour qu'ils acceptent ces nouveaux papiers. Et donc il y a eu plusieurs vagues, il y a eu plusieurs papiers, on parle de 3, 4, 5 cartes d'identité différentes, et à chaque fois ils perdent un petit peu de leurs droits ou de leur citoyenneté ou de leur nationalité. Et donc il nous expliquait notamment que souvent, donc ils vivent dans des camps ou dans des zones protégées, ils ne peuvent pas quitter ces zones, et que donc par exemple quand ils veulent aller à l'hôpital parce qu'ils sont malades et qu'il n'y a pas d'hôpitaux dans la zone des camps, et bien pour pouvoir sortir, la personne qui est malade est obligée d'accepter les nouveaux papiers d'identité, et donc en fait de renoncer en l'occurrence à sa nationalité birmane pour pouvoir être soigné. Et que donc c'est une des méthodes, un des rapports de force qu'ils utilisent pour grappiller les droits citoyens de ce Rohingya. C'est ce jeu de papier continuel où ils essayent de trouver toutes les méthodes. Et souvent d'ailleurs dans les papiers, ils font signer aux Rohingyas un papier stipulant qu'ils ne sont pas birmans et qu'ils proviennent du Bangladesh. Donc ce sont des immigrés du Bangladesh, ce sont des réfugiés, et forcément le but c'est qu'une fois que le Rohingya ait signé ça, et après on puisse utiliser ces papiers contre eux en disant vous n'avez rien à faire ici, vous avez vous-même expliqué que vous ne veniez pas de ce pays. Donc s'il vous plaît, allez-vous-en. Voilà, donc dans ce camp qui était donc assez récent, qui est là depuis 3 semaines, il y a une vraie organisation avec des recensements afin de savoir exactement qui est là, qui a besoin de quoi, et tout est vraiment fort organisé. C'était le rationnement. Voilà, donc c'est pour le rationnement effectivement. Et alors, il y a des questions de rationnement, mais il y a aussi des questions de recensement, parce qu'un des enjeux majeurs, c'est que ces gens retrouvent les membres de leur famille, parce que quand ils ont fui, forcément c'est chaotique, et c'est ça aussi où les GSM jouent un rôle majeur, c'est qu'ils essayent véritablement de retrouver les membres de leur famille pour savoir qui est mort, qui n'est pas mort, vivre ensemble. Ici, c'est un jeune homme qui s'appelle Ayajun, qui a 17 ans et qui nous a dit pendant une conversation
qu'ils participaient dans les camps de réfugiés au Bangladesh à des entraînements avec l'ARSA, qui est donc ce groupe, ces forces armées, un groupe armé Rohingya. Et il nous a dit comme ça très ouvertement, oui, on a beaucoup de jeunes à s'entraîner ici avec l'ARSA. Tous mes amis ont le fait, il y a des garçons, des filles, jeunes, moins jeunes, et qui nous a également dit que il n'avait absolument pas peur à terme de retourner en Birmanie pour se battre, pour se venger, pour récupérer sa terre, mais qu'à l'heure actuelle, dans l'État, il n'y retournerait pas et que personne n'y retournerait parce qu'ils n'ont pas les moyens de combattre, de rivaliser avec l'armée birmane, qui est quand même une armée très très équipée, très très puissante, alors que l'ARSA se bat avec des machettes, des fusils, des bâtons, des petites bombes agricoles. Enfin, ça reste, comparé à l'armée birmane, ça reste vraiment minime comme moyen. Donc lui nous a dit effectivement, maintenant moi j'y vais pas, si j'y vais je vais mourir, ça sert à rien parce qu'on n'a pas les moyens. Par contre mettez-moi une vraie arme entre les mains, je retourne en Birmanie et il n'y a aucun problème, et on sera beaucoup à y retourner. Et c'est vrai que les moyens de l'ARSA, même l'armée birmane le dit en fait dans les communiqués, quand ils arrêtent des gens de l'ARSA et qu'ils font le bilan de ce qu'ils ont récupéré comme armes, ça paraît assez ridicule. Ils disent on a récupéré 2 couteaux et 3 bâtons. C'est un peu compliqué, effectivement. Enfin, c'est un peu compliqué, le terme est très mal utilisé, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a parlé avec des diplomates qui nous ont dit, mais on parle beaucoup de l'ARSA, mais si les autres milices armées birmanes, donc par exemple près de la Chine où il y a une vraie guerre civile, si eux voyaient ce avec quoi l'ARSA se bat, ils rigoleraient parce que c'est assez ridicule. Par contre, effectivement, selon ce que nous disait Ayajoun et ce que nous ont dit ses amis, ils sont beaucoup à demander qu'une seule chose, c'est qu'on leur donne les moyens pour retourner sur le territoire birman et se battre contre l'armée. La détermination de l'importance de l'ARSA est un enjeu crucial dans le conflit, parce qu'en fait c'est l'excuse officielle du gouvernement pour la persécution des Rohingyas. C'est de dire les Rohingyas sont des terroristes qui sont armés, qui vont venir tuer les bouddhistes et les militaires, et donc c'est pour ça qu'il faut brûler leur village. Le problème c'est qu'ils ont pas tout à fait tort, en fait, et que, effectivement, ça existe. Mais de nouveau, on rentre dans des jeux de propagande dont on mentionnait tout à l'heure, où les informations sont amplifiées, exagérées. Et donc, la détermination de savoir à quel point l'ARSA est équipée, quels sont ses projets, à quel point est-ce que, éventuellement, des organisations comme Al-Qaïda ou l'État islamique pourraient armer ces gens et qui pourraient, effectivement, retourner en Birmanie pour se battre. C'est un enjeu crucial du conflit. C'est aussi un problème. Souvent, on a condamné l'inaction de l'Union européenne en disant mais pourquoi est-ce que vous condamnez pas plus ce qui se passe, et un diplomate avec qui on a pu s'entretenir a dit mais c'est très compliqué de défendre le terrorisme, parce qu'à la base, la chose, l'élément qui a provoqué tout ça du 25 août, c'est effectivement des attaques de ces milices Rohingyas contre des postes de police. Et donc c'était une des raisons pour lesquelles l'Union européenne était un peu ambiguë et a divulgué des communiqués qui disaient on soutient l'État birman dans sa lutte contre le terrorisme, etc. Et qui pouvait être perçu comme en fait juste la validation de cette politique liberticide envers les Rohingyas. Donc là on arrive donc au camp de Kutupalong. C'est un camp dirigé par l'UNHCR qui est là depuis plus de 25 ans et qui est vraiment semblable à un village. On a des fondations en dur, en tôle, il y a une école. Et donc là, c'est vraiment géré par le UNHCR, et la plupart des jeunes qui y vivent sont nés sur place. Voilà. Ce qui est effrayant d'ailleurs. Ouais. Mais ils parlent anglais. Les jeunes parlent, enfin, du moins, ils ont des bases en anglais grâce à l'école, quoi.
Mais effectivement, c'est quelque chose qui est particulièrement impressionnant, c'est que autant le camp de Baloukali ressemblait en fait à l'idée qu'on se fait d'un camp de réfugiés, alors qu'il est là depuis 2-3 semaines. Et puis là, on est face à un camp qui est là depuis 25 ans. Il y a des gens qui vivent littéralement là depuis 25 ans. Comme elle disait, il y a des jeunes on se baladait, on dit « Ah, ben, t'as quel âge ? 25 ans ? Ah, ben moi aussi. » Et puis il me dit « Je suis né dans ce camp de réfugiés, je n'ai jamais quitté ce camp. Ça fait froid dans le dos parce que on dirait un petit village, mais c'est une prison à ciel ouvert parce qu'ils n'ont pas le droit de le quitter. Ils ont le droit d'obtenir des dérogations, mais ça on verra tout petit peu plus loin. Et en même temps, comme disait Margot, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a personne avec qui on a communiqué aussi facilement qu'avec les jeunes Rohingyas de ce camp, parce que il y a dans le camp une école de l'UNICEF où ils ont appris l'anglais, et donc ils parlent mieux anglais que les Rohingyas qui arrivent de Birmanie, que la plupart des Bangladais qu'on rencontre, parce que c'est quand même très compliqué de communiquer avec les Bangladais qui parlent très mal anglais. Et là, d'un coup, c'est ces réfugiés Rohingyas qui sont déjà super contents de pouvoir entraîner un peu leur anglais, donc ils nous sautent dessus pour venir nous parler en anglais parce qu'ils sont trop contents de pouvoir montrer qu'ils peuvent communiquer avec nous, et qui en fait parlent pas mal. C'était de nouveau des trucs qui sont étonnants parce qu'on s'y attend pas trop dans ce genre de contexte. Il y a quelque chose de tragique à propos de toute cette population qui ne peut pas rentrer en Birmanie parce qu'ils ne font pas partie des critères ou parce que de toute manière ne seraient pas en sécurité là-bas, mais ne peut pas non plus être intégré dans la population du Bangladesh parce que c'est des Rohingyas et qu'il y a la volonté de la part du Bangladesh aussi de ne pas absorber toute cette population parce qu'à l'échelle d'un État, il n'y a pas d'emploi pour tout le monde, c'est vraiment des questions sociales complexes, et donc ils sont dans un entre-deux. Et il y a cette question d'identité qui était intéressante aussi, où nous on leur demandait mais tu te sens birman ou tu te sens bangladais ou qu'est-ce que... Hein, et c'était très ambigu pour eux dans leur tête. Oui, il y en a beaucoup qui ne savaient pas trop répondre, qui disaient je ne suis pas bangladais, alors qu'ils sont nés dans ces camps-là de réfugiés au Bangladesh sans avoir de nationalité, avec une carte de réfugié, avec des parents qui viennent de Birmanie mais qui n'ont plus de nationalité. Donc en termes d'identité, c'est extrêmement compliqué. Et effectivement, la plupart qui ont demandé disaient oh, mes parents sont birmans, donc chez moi c'est la Birmanie, mais au final je me sens plus Rohingya, mais je me sens pas du tout bangladais. Et d'autres qui disaient écoutez, moi je suis né au Bangladesh, mais je sais pas, enfin je pense pour se forger ça semble même impossible parce que même tous les Bangladais avec qui on parlait et qui nous disaient qu'il fallait aider les Rohingyas, pour la plupart nous disaient aussi il faut les aider, par contre il faudra aussi un jour qu'ils retournent dans leur pays parce que forcément 600 000 personnes qui arrivent d'un coup c'est compliqué. Donc c'est une solution à court et à moyen terme et sur le long terme je pense qu'en fait personne n'a de solution. Pour l'instant. Il y avait une absurdité aussi d'une fille, mais peut-être on va la voir, qu'on a rencontrée, qui était issue d'une famille particulièrement riche. Ouais, on va la voir. Ouais. Mais, enfin, juste par rapport à cette photo, c'est la première fois nous qu'on voyait vraiment des approvisionnements donc enfin vraiment organisés, où là tout est délimité par une ficelle pour éviter tout ce qui est bousculement, avec le camion au bout qui vient donner vraiment de manière très égale à tout le monde. Quoi, j'ai dit ça ? Ah, oui. Donc voilà, là c'est la file. L'attente. Là c'est l'école qui malheureusement au vu des afflux très importants du mois d'août a été remplacée en logement. Donc les gens se sont installés dans l'école. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est une salle de classe, mais qui, comme elle dit, vu les événements, elle a été réquisitionnée. Donc les enfants n'allaient plus à l'école pendant la période où nous on était là, parce qu'il fallait de la place pour loger les gens. Et d'ailleurs, ces camps de réfugiés qui sont là depuis 25 ans,
parlais tout à l'heure de l'animosité entre les Bangladais qui vivent là et les nouveaux arrivants Rohingyas, mais il y a aussi très clairement un souci au long terme avec ces gens qui sont là depuis 25 ans, parce que fondamentalement il y a une injustice derrière ça, c'est qu'en fait ces camps sont juste à côté du village bangladais, et depuis 25 ans les Bangladais doivent aller travailler dans leur chanderie pour gagner leur nourriture à la sueur de leur front, alors que depuis 25 ans les ONG distribuent gratuitement du riz aux Rohingyas. Et que les enfants Rohingyas, bizarrement, sont beaucoup mieux instruits dans les écoles de l'UNICEF que les enfants des Bangladais à côté qui vont pas, sans doute, pas du tout à l'école. Et donc, il y a dans cette situation qui à la base était une urgence humanitaire mais qui s'est prolongée pendant 30 ans, aussi quelque chose qui, au long terme, en fait, provoque l'animosité des Bangladais, puisque eux ne comprennent pas pourquoi ça fait 30 ans qu'on entretient la vie de ces gens-là qui en fait vivent dans leur microcosme et ne travaillent pas, ne font rien et survivent. Et il y a une autre question qui se pose, c'est qu'il y a ce camp de réfugiés dans lequel il y a des Rohingyas qui vivent depuis 25 ans, et puis il y a de nouveaux Rohingyas qui viennent d'arriver et qui viennent vivre dans leur camp, et ce qui veut dire que ceux qui sont là depuis longtemps vont peut-être avoir des rations inférieures à ce qu'ils avaient avant, moins d'espace, et donc nous on s'est rendu compte qu'il y avait aussi parfois des animosités entre Rohingyas, entre ceux qui sont là depuis longtemps et les primo-arrivants. Autant il peut y avoir de la solidarité, autant il peut y avoir aussi certaines rivalités, parce que forcément ce camp de réfugiés ça donne envie à personne, mais pour eux c'est leur réalité, et ils se retrouvent avec plein de nouveaux Rohingyas qui arrivent et qui empiètent quelque part sur leur plate-bande, ce qui pose aussi des questions sur place. On va arriver chez Norul Rock. Là on va arriver chez un Rohingya et sa famille, il s'appelle Norul Rock, et c'est un des... Ouais, on avait entendu dire en fait qu'il y avait des Rohingyas qui étaient riches, c'est un grand mot, mais plus aisés en tout cas que le reste que les autres. Et on arrivait chez Norul Rock qui a la chance d'avoir un fils qui vit en Nouvelle-Zélande et qui leur envoie de l'argent et qui leur permet donc de s'acheter des fournitures pour sa maison. Donc, une montre, de l'électricité, un miroir, des meubles dans sa maison, dans le camp de réfugiés donc, mais qui ne peut pas quitter ce camp de réfugiés. Donc, quand on parlait de prison à ciel ouvert, c'est de nouveau de ça qu'il s'agit. Il y a un cas particulier, c'est que Norul ici a une fille qu'on va voir, je pense, dans un instant. Non, on la voit pas. Ben, voilà. Il a une fille qui a une vingtaine d'années et qui étudie à l'université de Cox's Bazar, donc qui a une dérogation de l'UNHCR pour aller une fois par semaine le vendredi à l'université pour ses études, qui va être diplômée. Enfin voilà, je pense qu'elle est diplômée, elle est institutrice. Non, elle va être diplômée. Elle pourra faire que dans et après de nouveau, le problème c'est qu'elle va avoir un vrai diplôme universitaire bangladais, mais que comme elle n'a pas la nationalité bangladaise, elle ne pourra enseigner qu'à l'intérieur du camp. Voilà. Donc c'est de nouveau, quand elle nous a dit qu'elle étudiait, on dit ah mais c'est super, donc tu peux sortir du village. Et oui, le vendredi, j'ai l'autorisation de sortir le vendredi, et je dois rentrer le vendredi aussi. Et donc en fait c'est la même situation qu'en Birmanie. Nous quand on quittait la zone des camps pour retourner à Cox's Bazar, en fait on avait aussi des checkpoints militaires, on se faisait aussi arrêter notre tuk-tuk, on regardait s'il n'y avait pas, si on ne transportait pas un Rohingya dans le coffre, c'est en fait pour contrôler le flux humain et condenser les réfugiés Rohingyas dans la zone des camps, pour éviter qu'ils se répartissent dans la société bangladaise. C'est en fait la même situation qu'en Birmanie. Voilà, donc là c'est effectivement la fin de notre itinéraire. Ouais, c'est de notre séjour sur place. Voilà, donc du coup, si il y a peut-être des trucs dont on n'a pas parlé. Après, je pense qu'il y a une séance de questions-réponses qui pourra. Voilà, donc on va peut-être faire passer le micro. Je sais pas quoi dire, du coup je vais passer le micro à Adrienne, comme ça elle conclura pour nous.
enfin, la question de 3, ce serait par rapport à l'expédition, si vous faites une chose qui vous personnellement vous a paru plus significative et qui vous a marqué, pas forcément au niveau de choses vraiment difficiles à voir, vraiment au niveau de la signification qui vous a marqué tout au long de la raison que vous avez passé en dernier ou en dernier. Si ça, je pense que c'est différent en fonction des personnes. Quelque chose qui nous a marqué. La signification. Merci Noé. Déjà, une chose qui a été très marquante, je pense, pour nous trois, c'était quand on allait dans ces zones, donc des camps, c'était vraiment la densité de population qui s'y trouvait. C'était vraiment une fourmilière, si on veut imager ça en tout cas. En tout cas, je sais qu'on s'était fait la réflexion de nombreuses fois, c'était vraiment impressionnant le nombre de personnes qui vivaient au même endroit. Moi, personnellement, je pense que c'est un point de vue qu'on partage, c'est la question de la difficulté de l'accès à l'information, on a déjà évoqué. Parce que même nous, en tant que journalistes, là, on est invités en tant qu'experts à faire une conférence, et en fait, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Alors qu'on a eu le luxe d'étudier le sujet pendant 1 an, de se rendre sur place pendant 1 mois. Et finalement, c'est une question cruciale de savoir qu'est-ce qui se passe sur le terrain de manière factuelle et de manière précise pour ensuite prendre des décisions, qu'elles soient humanitaires ou politiques ou géopolitiques. Et en fait, moi, ce qui m'a choqué, c'est le nombre de zones d'ombre, de choses qu'on ne sait pas savoir. Et donc, en fait, souvent, il y a les deux discours qui sont super polarisés, que ce soit ceux des Rohingyas ou ceux du gouvernement birman, qui sont généralement pas vrais, parce que exagérés et polarisés justement, et on a la zone d'ombre entre les deux. Et une des questions, ce qui était super dur pour nous en tant que journalistes, c'était d'essayer de réduire cette zone d'ombre. Parce que si il y a 10% de blessés ou 90% de blessés, ça fait une énorme différence. Le problème, c'est que 80% des blessés, sans doute, ils sont morts en Birmanie et on n'a aucune trace, et on n'a aucun moyen de savoir. Et donc en fait, ça c'est quelque chose, je pense, qui nous a marqué tout au long de ce reportage. C'est vraiment la complexité de la problématique et la difficulté de se reposer sur des preuves qui soient irréfutables et qui soient un tout petit peu plus loin que le témoignage du « moi il m'est arrivé ça », ouais, mais voilà. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que quand on arrive dans une situation pareille au Bangladesh, c'est qu'on ne sent pas, même si on voit effectivement la difficulté de la situation, on ne sent pas de détresse. Parce qu'on n'est pas face à des gens on est face à des gens qui arrivent et qui commencent très vite à s'organiser pour survivre, des enfants qui rigolent, des gens qui vivent entre eux. Bon, forcément, il n'y a pas non plus de joie de vivre, faut pas mais c'est voilà, dans cette réalité, c'est ça qui m'a frappé, c'est qu'on n'est pas face à des gens qui viennent nous demander quelque chose, moi, forcément, ne connaissant pas la situation, on se demande mais comment est-ce que les gens vont réagir quand des journalistes arrivent, on se dit qu'il y a des gens qui vont venir nous supplier pour qu'on les aide, alors qu'en fait c'est pas du tout le cas. Il y a eu beaucoup de curiosité, énormément de curiosité, et sinon après en fait les gens sont très vite retournent à ce qu'ils font et s'organisent, ce qui paraît assez logique quand on doit survivre dans une situation pareille. Mais voilà, on ne sait pas trop dans quoi on arrivait, et moi c'est ça qui m'a frappé. Énormément de bienveillance de leur part. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour votre intervention. Vous avez beaucoup de questions. J'en ai notamment 2. Est-ce que les Rohingyas sont reconnus réfugiés par le gouvernement birman, Et la deuxième, c'est comment vous avez parlé d'animosité entre les anciens réfugiés et les nouveaux réfugiés qui viennent d'arriver. Est-ce qu'il y a seulement de l'animosité ou est-ce que vous avez des affaires et ce genre de choses? Et la première question, c'était est-ce que le gouvernement bangladais considère les Rohingyas comme des réfugiés?
Alors la position du gouvernement bangladais était un peu ambiguë, hein, comme on l'a évoqué au début. En temps de non-crise humanitaire, les frontières étaient fermées, puisque les deux pays en plus sont en tension autour de ces questions. Et donc c'est pour ça qu'il y avait des camps gérés par l'armée bangladaise à la frontière, qu'on empêchait les Rohingyas qui voudraient traverser. Il y avait ces questions de sécurité aussi, puisque une des choses qu'on suspecte, c'est qu'en fait tous ces membres de l'ARSA s'entraînent au Bangladesh et puis après reviennent en Birmanie. Et donc cette frontière était extrêmement fermée de la part des deux pays en fait. Autant la Birmanie voulait la fermer pour empêcher les Rohingyas d'arriver, autant le Bangladesh voulait la fermer pour empêcher les Rohingyas d'aller dans l'autre sens. Maintenant, face à cette vague de réfugiés, je ne sais pas si... techniquement, ils leur ont accordé le terme de réfugié. En tout cas, ceux qui sont là depuis longtemps, ils ont des cartes de réfugiés. Oui. Ça, on les a vus, effectivement, leurs cartes UNHCR, ça, ils les ont. Ceux qui viennent d'arriver... Mais ceci dit, il y avait la question, ceux qui viennent d'arriver, dans un premier temps, le Bangladesh n'a pas trop su comment réagir, et puis finalement, il les a accueillis. Et il y a eu la question que la première ministre, Sheikh Hasina, en fait... plaide extrêmement en faveur de l'accueil des Rohingyas. Certains ont dit qu'elle voulait même faire ça pour elle aussi, avoir le prix Nobel de la paix après Aung San Suu Kyi, et pour être... mais donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais de manière générale, oui, le Bangladesh fait beaucoup de choses pour venir en aide à ces réfugiés Rohingyas, et la population locale aussi. Et de manière générale, c'est plutôt un sentiment de bienveillance qui prédomine, plutôt que de rejet et d'animosité. Et la deuxième question, c'est... Ah oui, entre les Rohingyas eux-mêmes. S'il y avait eu de... oui, il y a aussi de l'entraide. Les films s'en connectent. Et il y a aussi de l'entraide, mais il y a aussi eu des bagarres. C'est-à-dire que nous, il y a des Rohingyas qui nous ont dit, ouais, hier... là au Carrefour, il y a des nouveaux Rohingyas qui nous ont attaqués pour nous voler des trucs. Hein. Et puis, à l'inverse, il y a aussi des Rohingyas qui disent non, mais moi j'avais un cousin qui n'avait pas de toit, et donc maintenant on est 12 dans la maison, avant on était 8, et puis voilà, et puis on va voir. Donc oui, ça va dans les deux sens. Mais ce qu'il y a avec les anciens et les nouveaux, c'est que ceux qui sont là depuis longtemps, ils sont dans leur camp qui est un camp qui est fort délimité, très organisé, alors que la plupart, l'immense majorité des nouveaux arrivants, ils sont encore dans les autres camps qui viennent de se créer. Donc ça reste encore assez distinct, même s'il y a des Rohingyas qui sont arrivés dans les nouveaux camps, dans les anciens camps. Et là, forcément, il y a de la solidarité, mais on a entendu des gens qui nous disaient, on était 8, on nous a imposé des personnes qui sont venues, on les accepte, parce qu'ils sont dans une situation dans laquelle on a été auparavant, mais ça reste notre maison, quoi. Il faudra qu'un jour, qu'on trouve une solution, et pas forcément dans notre maison. Ça, c'est un truc qu'on a entendu un jour. Voilà. Ça reste, on les accueille provisoirement. Et en termes de chiffres, parce que finalement c'est intéressant aussi de savoir, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais je pense que les réfugiés qui sont là depuis 25-30 ans, c'est de l'ordre quelque chose entre 30 000 et 50 000 personnes, il me semble. Et donc voilà, comme ça donne une idée entre les 40 000 anciens et les 700 000 nouveaux. Bonsoir, j'avais une question plus par rapport à votre sujet. Donc déjà, merci beaucoup pour le travail que vous avez fait. Je pense que ce n'était pas forcément une expérience très facile à vivre. Vis-à-vis de votre séjour, vous avez parlé des difficultés que vous aviez à recueillir de l'information, et je voulais savoir si vis-à-vis des autorités, autant au niveau du Bangladesh que de la Birmanie, vous avez ressenti des difficultés à obtenir cette information tant auprès des autorités que aller vers les personnes, les Rohingyas, les populations Rohingyas. Et aussi, en lien avec cette question, je voulais savoir si vous avez rencontré beaucoup de personnes qui, comme nous, venaient rechercher des informations pures et pas seulement des gros médias qui cherchaient à couvrir la crise humanitaire dans le grand public. C'était là que je voulais répondre. Merci.
C'est vrai que pour la Birmanie, en fait, on a pensé tout ce projet à la base déjà de manière anonyme pour éviter, avant même de poser le pied en Birmanie, d'être grillé. Donc en Birmanie, on avait un visa touriste et on s'est présenté à chaque fois comme des touristes, sauf lors des interviews avec des journalistes où là, ils savaient pourquoi on était là. Mais c'est vrai qu'en Birmanie, même entre nous, on prononçait pas le mot Rohingya, on disait juste R pour que personne n'entende. Parce qu'en Birmanie, en effet, c'est un sujet très très tabou, donc le mot Rohingya est même proscrit en Birmanie. Il y avait 2 journalistes. D'ailleurs, il y a 2 journalistes qui enquêtaient sur les Rohingyas et sur l'Arsa qui sont d'ailleurs, je pense, toujours en prison. Donc on avait des raisons d'être précautionneux, quoi. Et donc en Birmanie, en tout cas, c'était très tabou parce que même les militaires organisent des press trips donc avec des journalistes vraiment sélectionnés et choisis par leurs soins. Donc ils emmènent dans des zones choisies par leurs soins, qu'ils leur proposent des intervenants choisis par leurs soins. Donc c'est vraiment très cadenassé, en tout cas en Birmanie. Au Bangladesh, étant donné qu'on avait un visa de touriste aussi, on avait différents échos, il fallait faire attention aussi. Mais on n'a pas spécialement rencontré de problème avec les autorités qu'on a croisées, comme on vous l'a dit précédemment, avec les gardes frontières on ne savait pas trop quel rôle ils jouaient. Et puis quand on les a croisés, ils nous ont juste invités à aller prendre des photos. Donc voilà. Ouais. Ce qu'il y a, c'est qu'au Bangladesh, on n'a pas pris de risque parce qu'on sait que ça reste une situation compliquée, donc on a pris aussi des visas touristes, comme en Birmanie. À l'aéroport, on a fait croire qu'on était là pour du tourisme. À Dhaka, on n'a parlé à personne. Et puis une fois qu'on arrive à Cox's Bazar, en fait, c'est une telle ampleur, en fait, cette crise de Rohingyas, qu'ils savent très bien qu'il y a plein de journalistes qui sont là, que s'il y a une personne occidentale, elle n'est pas là pour prendre des vacances, parce que on vous le dit, les vacances au Bangladesh, c'est pas fou. Du coup, ils savent très bien que chaque fois s'ils voient une personne occidentale, elle est là pour faire un reportage sur les Rohingyas. Tous les journalistes avaient un visa touriste parce que c'est beaucoup plus facile à avoir. Parce qu'il n'y a pas de visa. On n'a pas dû faire de demande pour un visa. Du coup, c'était quelque part à ce moment-là, on pouvait en parler librement dans la zone parce que ça paraissait tellement évident à tout le monde. Voilà. Mais comme elle dit, en Birmanie, on a pris des précautions pendant 6 mois avant de partir, quoi. Et alors, merci 1000 fois pour la deuxième question. C'est quelque chose qui nous a extrêmement marqué. En fait, on a pu complètement par hasard rencontrer Martin Veil sur place. Et en plus, il se fait que c'est Noé qui pèse dans le game sur Twitter et qui lui a parlé. Et puis après, il se fait qu'on s'est filé des contacts, soit. Et donc lui terminait son reportage, on a été passer la soirée avec lui et nous super enthousiastes, on lui demandait ok qu'est-ce que t'as fait machin, et en fait au cours de la discussion on s'est rendu compte que lui nous a dit écoutez, moi j'ai été prévenu il y a 2 jours avant que je parte, j'ai été prévenu que je partais ici, j'ai lu 4 articles du Monde et la page Wikipédia et voilà, et en fait vous en saurez toujours, c'est pas pour nous lancer des fleurs, hein, mais il disait forcément vous en savez plus que nous, et parce que moi je suis là pour 3 jours, il y a un jour où je m'acclimate, le lendemain je fais mon reportage, et en fait mon reportage je vais aller le faire chez l'UNICEF parce que c'est super cadré, que moi je leur ai demandé qu'ils me donnent 20 gosses et je les interviewe et je leur pose des questions super basiques, et puis le 3e jour il envoie son sujet, il fait un début de montage et puis il rentre chez lui. Et donc en fait lui il disait moi je bosse pour TF1, si j'imprime dans la tête des téléspectateurs que les Rohingyas c'est des musulmans persécutés en Birmanie, c'est gagné. Et ça va pas plus loin, parce que j'ai 3 minutes, je peux pas faire plus. Je suis là pour 3 jours, j'ai 3 minutes de reportage, c'est impossible de faire plus. Et à côté de ça, nous, on avait un autre gars, Tommy Trenchard, je pense, dans notre hôtel, qui était un freelance, qui était là depuis 2 mois déjà,
qui était un photoreporter, qui, nous on l'a vu au début, c'était un zombie, parce que tous les jours il se levait à 4h du matin pour être à la frontière à 6h, il enchaînait thé sur thé sur thé pour rester éveillé entre ses clopes, et lui nous disait, ouais mais si je me lève pas à 4h du matin, je vends pas ma couverture à $150 et dans 3 jours je dois rentrer chez moi quoi. C'est pas ses propos exacts, j'exagère peut-être un peu, mais on a réellement vu la différence où en fait les experts freelance qui eux ont le temps et l'énergie d'aller chercher l'information qui est précieuse et qui est rare et que personne n'a, en fait ils sont payés une misère et ils travaillent vraiment dans des conditions super précaires, alors que ceux qui ont les moyens, les grandes chaînes, eh ben en fait ils envoient leur reporter pendant 3 jours. Et c'est bien ce qu'ils font, parce qu'il faut le faire, mais ça reste la base du problème. Et donc eux n'ont pas les moyens d'aller gratter un petit peu plus profondément. Et voilà, il y a eu pareil avec le journaliste de France 2 qui lui était basé à New Delhi, qui est venu aussi 3-4 jours. La Belgique n'a envoyé aucun reporter sur place, il me semble, ils ont réutilisé des images de l'AFP. Mais donc voilà, forcément, quand on utilise les images de l'AFP et qu'on rajoute une voix off, on ne va pas avoir un scoop, quoi. Voilà. Et c'est quelque chose qui nous a frappé, parce que dans la qualité du journalisme et des informations qu'on peut rapporter, ça joue énormément. Et j'irai même plus loin si vous m'en donnez l'opportunité, c'est qu'il y a un autre aspect qui m'a choqué, c'est qu'en fait, beaucoup de ces freelances qui ont le luxe de rester sur place, c'est des photojournalistes. Parce que je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et le problème qu'il y a derrière ça, c'est que ça veut dire que la majorité des experts sont des photojournalistes et que le photojournaliste, en fait, ce qui le paye, c'est pas la vérité. C'est la belle photo. Et donc lui, ce qui l'importe, c'était le shot qu'il nous a raconté qu'il voulait avoir, c'était le Rohingya qui sortait de son bateau avec un beau nuage derrière et l'enfant dans les bras où on voyait la détresse, on voyait la Birmanie et le village en feu de loin, et il savait que s'il faisait cette photo, il allait la vendre une fortune au Times. Voilà. Mais quelque part, l'histoire de ce Rohingya, de savoir pourquoi est-ce que lui, il avait fui, savoir à quel point l'Arsa est importante, enfin voilà, toutes ces questions de curseur dont on parlait, le photojournaliste, il est moins préoccupé par ça. Parce que c'est pas ce qui va le payer. Et donc en termes de déontologie journalistique et de qualité de l'information, c'est une réflexion qui moi m'a beaucoup travaillé, parce que voilà, c'était une prise de conscience pas forcément positive. On s'est dit oui. Mais donc c'est super complexe. Donc voilà. Bonsoir et merci beaucoup pour partager avec nous cette expérience. Et ma question, c'est à propos du rôle de la présidente de Birmanie, parce que si je comprends bien, c'est plutôt les militaires qui ont le pouvoir, que c'est plutôt un pouvoir de fait et pas de droit, mais bon, je voulais savoir un peu plus à propos de ça. Merci. Je regrettais un peu qu'on n'en ait pas parlé, alors que c'est important. En fait, sur la responsabilité telle qu'elle d'Aung San Suu Kyi, c'est très compliqué, parce que forcément il y a des attentes énormes à cause de son prix Nobel de la paix, et que c'est une espèce de figure de la paix et de la non-violence qui fait que maintenant, forcément, elle est sous l'œil du cyclone un peu, de manière assez logique en fait à cause de ce qui arrive. Ce qui est très compliqué en fait, c'est que, comme disait Félix il y a un instant, au moment de la transition démocratique, l'armée elle a très bien couvert ses arrières, c'est-à-dire qu'elle a fait passer une constitution avant les premières élections pour s'assurer, donc le ministère de l'Intérieur, les frontières et l'armée, et pas l'armée, parce que la défense. Et c'est également assuré que, quel que soit le résultat des élections, elle gardait 25% des sièges au Parlement. Donc, en termes de démocratie, c'est quand même, quand je disais que c'était une vaste blague, c'est une vaste blague. Voilà. Du coup, en fait, on a lu énormément de choses, d'articles, de journalistes et d'articles plutôt militants qui disaient que Aung San Suu Kyi et l'armée marchaient main dans la main.
moi, je suis pas vraiment d'accord avec ça, parce que ça reste des opposants politiques. C'est l'armée qui a emprisonné Aung San Suu Kyi, donc je pense que ça reste des opposants. Et l'armée n'a pas besoin, l'armée est plus puissante qu'Aung San Suu Kyi en fait. C'est ce que tout le monde nous a confirmé en Birmanie. L'armée, ils sont quelque part très contents à l'heure actuelle de pouvoir quelque part agir dans l'ombre entre guillemets. C'est que c'est Aung San Suu Kyi qui est là, qui est même pas officiellement chef d'État, hein, qui est conseillère du chef d'État. Mais c'est elle qui prend les coups et que l'armée quelque part qui n'est officiellement plus au pouvoir peut faire à peu près ce qu'elle veut en fait à partir du moment où elle a les 3 ministères les plus importants. Et donc voilà. Et après, ce qui était très compliqué pour nous, c'est de savoir, parce que c'est forcément la grande question qu'on s'est posée, et sur laquelle on a eu du mal à trouver une réponse par ailleurs, c'est est-ce que Aung San Suu Kyi, elle, quelque part, elle est d'accord avec ce que fait l'armée et elle a la même animosité envers les Rohingyas, ou bien est-ce qu'elle aimerait aider les Rohingyas, mais qu'elle ne peut pas? Et qu'en fait, ça c'était très compliqué. La confirmation qu'on a eue partout, c'est que son silence par rapport aux Rohingyas, parce qu'elle en a parlé un peu, mais ça reste, c'est vraiment ridicule, c'est que c'est un choix politique, parce qu'elle ne peut pas se mettre son électorat à dos et qu'elle a un électorat qui est anti-Rohingya. Voilà, après à savoir, est-ce qu'elle a l'animosité ou est-ce qu'elle aimerait bien faire quelque chose mais elle ne peut pas, ça on n'a pas vraiment de réponse. On a eu plein de gens qui nous ont dit des choses différentes. Mais sur le fait que c'est pas elle qui tient les rênes, ça moi j'en suis assez persuadé. Et sur le fait qu'elle ne dise rien, ouais, c'est un choix politique. Et de ce qu'on a entendu beaucoup, c'est qu'elle veut faire passer des réformes en fait. Elle veut aider la Birmanie à aller mieux quelque part, mais du coup elle a besoin d'avoir l'armée de son côté, le soutien de l'armée, et du coup qu'elle doit quelque part fermer les yeux sur ce qui se passe avec les Rohingyas pour pouvoir apporter des changements à d'autres niveaux. Oui, non, c'était du paraphrasage, mais on a aussi entendu dans les hypothèses que l'armée était entre guillemets hyper contente de toute cette problématique des Rohingyas, parce que c'est une manière pour elle de dire, regardez, maintenant qu'on a un leader démocratique au pouvoir, c'est la pagaille, et notre propre peuple birman qui vit dans l'état d'Arakan est oppressé et souffre. Aux prochaines élections, nous on revient, ne vous inquiétez plus, il n'y aura pas de soucis, il n'y aura plus de problème, et regardez ce que c'est quand c'est démocratique. Et puis c'est aussi le chef du culte musulman de tout le Myanmar qui nous a dit qu'en fait, l'armée, ça c'est son point de vue, hein, ça le regarde, mais ça nous a semblé pertinent quand même. L'armée se rend bien compte qu'elle est dans un monde qui change, que le monde totalitaire tel qu'on l'a connu les siècles précédents est en train d'évoluer, et que donc il devait se retirer avant de connaître les révolutions, etc. qu'on a connues ailleurs dans le monde. Et que donc l'armée veut bien céder le pouvoir, mais que l'armée a super peur. Parce qu'elle a super peur d'un jour se retrouver face à ses responsabilités devant des cours de justice. Et que donc la seule possibilité pour qu'une vraie transition démocratique se produise et que l'armée se retire vraiment, c'est que l'armée se sente en sécurité. Et que donc en fait pour le bien futur, il faudrait que Aung San Suu Kyi fasse ressentir à l'armée qu'elle est en sécurité et qu'elle ne va pas l'attaquer et que l'armée peut se retirer d'elle-même, mais elle ne sera pas inquiétée. Et que donc pour ça, en fait, elle doit collaborer avec eux. Parce que si elle y va de manière frontale et qu'elle conteste leur pouvoir, bon, ça, on ne sait pas, il y a plein de scénarios, mais en tout cas, c'est un peu de la réelle politique. Voilà, il vaut mieux pactiser avec le diable pour un mieux au long terme que d'aller droit dans le mur et ce sera encore pire, l'armée reviendra au pouvoir. Mais les Rohingyas, très clairement, pâtissent de cette situation et sont un peu sacrifiés sur cette transition démocratique. Je pense que si on devait résumer ce problème des Rohingyas en une phrase, c'est un héritage colonial douloureux, parce que ça, on n'en a pas parlé, mais en fait les Rohingyas sont retrouvés en Birmanie à cause des Anglais. C'est les Anglais qui, comme partout dans le monde, dans leurs colonies, pour diviser, pour mieux régner, ont apporté des Rohingyas qui effectivement vivent au Bangladesh,
Voilà. Et donc, si on devait résumer cette problématique en une phrase, c'est un peu c'est un héritage colonial douloureux qui se confronte à un processus de démocratisation et à une ouverture au monde capitaliste. Et c'est pas facile. Mais en gros, c'est un peu ça.